Bienvenue dans l'épisode 22 du podcast Joli Papa. On va voir aujourd'hui comment faire face aux situations difficiles, conflictuelles, les choses que l'on voudrait pouvoir modifier et qu'on n'arrive pas à faire. On va parler de ça. J'étais ce week-end en séminaire pendant 2 jours avec des coachs et je leur ai justement partagé cet outil de changement que je veux te partager dans cet épisode. Donc accroche-toi. Alors là, c'est un épisode dans lequel ça serait particulièrement intéressant de prendre des notes. Donc si tu l'écoutes, en faisant ton jogging ou en étant dans le métro ou dans la voiture, bah, tu pourras peut-être le réécouter, une deuxième fois. Si tu veux venir partager, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, si tu veux venir partager ton expérience. Si, tu es d'accord, pas d'accord, s'il y a des choses qui t'interpellent, n'hésite pas à m'envoyer des messages sur Instagram, donc Joli Papa Podcast. Dans l'actualité, il y a, 2 articles à paraître tout prochainement dans le magazine Men's Work, le premier magazine pour hommes sans voiture et femmes en maillot de bain, comme le définit, Ferdinand, son créateur. Et voilà, j'ai eu le plaisir de collaborer sur le prochain magazine et il y a bien d'autres articles que les miens, hein, donc il y a vraiment un intérêt, à aller, te procurer ce magazine et enregistrement le 5 juillet, je monte, comme on dit, je monte en Belgique, je vais à Bruxelles rejoindre Michel Godard, le créateur du Pod BXL, un super rassemblement de podcasteurs conscients avec plein de belles thématiques. Je te remettrai les liens aussi dans la description. Alors, c'est bientôt l'été, hein, c'est bientôt l'été. L'été s'annonce, hein. On arrive là, à la diffusion de cet épisode au 2 juin et ça veut dire que, voilà, dans 3 semaines, c'est l'été qui sera officiellement, prononcé et avec, l'été, ça peut être pour certains le boss de fin. Tu sais, tu joues aux jeux vidéo et à la fin, tu as le boss de fin qu'il faut passer. Eh bien, l'été, ça peut être le boss de fin pour, les beaux-pères, pour les beaux-parents en général. Alors entre, le grand Tetris, hein, des plannings de vacances, qui va où, quand, avec qui, et du coup, donc il faut qu'on intègre, la belle-mère de l'ex-conjointe bon bref, ça peut être un vrai casse-tête, avec, les gardes partagées évidemment, les choix de destination. J'en parlais encore, récemment, avec une belle maman qui me disait: «Ben, voilà, moi je suis plutôt sportive, moi j'ai plutôt des envies ben, de grands espaces pour aller, faire du sport. Mon conjoint, lui, il adore tout ce qui est musée, tout ce qui est culturel et cetera, mais il y a des beaux enfants au milieu et c'est des ados et eux, ce qu'ils aiment surtout, c'est la piscine et la plage». Donc oui, le choix de la destination, ça peut être un vrai sujet et sans oublier les spectacles de fin d'année, bien évidemment, auxquels tu vas être convié et puis, pour ceux qui ont des plus grands, et bien là, on a Parcoursup qui va bientôt annoncer, c'est les possibilités du coup de poursuite d'études. Donc ça veut dire peut-être aller trouver un appartement, un logement, un petit studio avec, à la clé, le montage de meubles IKEA qu'on aime bien. Donc donc voilà, l'été, ben, a son lot, de challenges particulièrement et donc c'est là justement que, l'outil que je voudrais te partager aujourd'hui, qui est un outil de coaching puisque c'est mon, métier, et bien, va pouvoir t'aider, va entrer en jeu et t'aider à déjouer ces pièges estivaux et des pièges dans lesquels tu es peut-être déjà tombé, les étés précédents, hein, si c'est pas ta première saison en tant que beau papa, et justement, tu en as peut-être marre que ça se passe toujours de la même manière et tu as peut-être envie de changer les choses et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors l'outil qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les niveaux logiques de Diels, Robert Diels. Ce sont vraiment, voilà, des outils de coaching. C'est plus facile à faire quand on est accompagné, mais il y a vraiment des choses et c'est ce que je partageais, ce week-end aux coachs que je forme. Il y a vraiment des choses, que tu vas pouvoir utiliser déjà toi-même, tout seul. Alors pour t'expliquer,
l'idée, c'est une catégorisation en 6 niveaux, d'organisation de sa pensée, de ses comportements, de comment on évolue et donc tu peux t'imaginer 6 niveaux qui sont, sur une pyramide, d'accord? Et dans lequel chaque niveau, va influencer les autres niveaux et notamment, les niveaux supérieurs vont influencer les niveaux inférieurs et donc je te propose qu'on commence par le premier niveau, par la base de la pyramide, celui qui est peut-être, le plus pragmatique et ce premier niveau, eh bien, c'est l'environnement, ça répond aux questions «où» et «quand» et donc ça, c'est le niveau plus basique, c'est, le contexte extérieur, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu entends, c'est ce que tu touches. Donc pour un beau-père, eh ben, ça peut être, par exemple, le lieu d'habitation. Est-ce que tu habites dans le même, foyer que tes beaux-enfants? Est-ce que, vous partagez, vos logements? Ça va être le lieu, l'école, l'espace dans lequel évoluent les enfants. Est-ce que c'est l'école à la maison? Est-ce qu'ils sont en école privée? Est-ce qu'ils sont en école, publique, en école Montessori? Ça va être aussi les activités des enfants, le club de foot, le club de gymnastique, les cours de peinture et cetera. Et puis, les horaires, donc le quand, c'est, finalement, quand est-ce que tu es en interaction avec, tes beaux-enfants? Quand est-ce que tu es en interaction avec, peut-être le père biologique? Et ben, oui, tiens, c'est quand, je vais redéposer les enfants, c'est moi qui les ramène à leur père biologique et donc là, je suis en interaction avec lui. Ou c'est, quand, je sais pas, quand ta compagne est au téléphone justement avec le père biologique et que tu entends des trucs qui te plaisent pas ou voilà. Donc ça répond au où et quand. C'est le premier, c'est la base de la pyramide, le premier niveau logique. Alors, pour l'instant, dans cette première partie, je te propose de t'expliquer, de te décrire comme ça les 6 niveaux pour que tu comprennes un petit peu la boussole qu'on utilise et puis ensuite on va aller un petit peu plus en profondeur, dans ces niveaux. Alors, petit disclaimer, c'est vrai que les épisodes de podcast là que j'enregistre, ils durent entre 45 minutes et 1h30. Je sais bien que c'est long, je sais bien que c'est pas un simple short. Alors, si tu aimes les shorts, je publie aussi des shorts sur la chaîne YouTube, donc tu peux aller regarder les shorts si tu préfères ça, mais on est vraiment dans un sujet qui a besoin de profondeur. On parle de belle parentalité, on parle de comment tu te positionnes en tant qu'homme, en tant que beau-père, en tant que coparent et ces sujets-là, pour moi, sont pas des sujets qu'on peut traiter avec un petit tips, de programme court, tu vois? Donc oui, je fais des shorts, je fais des reels pour, on va dire, simplement, répondre à certaines règles de fonctionnement des réseaux sociaux pour donner plus de visibilité à ce podcast. Mais clairement, la valeur de ce podcast, elle est dans ce temps long qu'on crée ensemble, hein. Et donc c'est pour ça que je prends le temps et même si des fois on me dit: «Oui, c'est quand même long», voilà, honnêtement, si je faisais des enregistrements de 3 heures, ça ne serait pas un problème pour moi parce que tu peux aussi très bien aller picorer dans les épisodes. Alors, donc première étape, on l'a vu, premier niveau, c'est l'environnement. C'est le niveau le plus basique, donc ça répond aux questions où et quand. Le deuxième niveau, c'est le quoi, ce sont en fait les comportements. Donc, ce sont tes actions spécifiques, alors les tiennes ou celles des autres, ce que tu te dis, ce que tu fais. Donc par exemple, en tant que beau-père, je sais pas, aider à faire les devoirs par exemple, gronder un enfant, ça c'est un comportement. Le punir, jouer avec lui, échanger avec ta conjointe et ça c'est le quoi, d'accord? C'est qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes? On va voir que souvent, on se plaint des comportements des autres ou on aimerait avoir un autre comportement et c'est là qu'on voit à travers ce bel outil que pour faire évoluer un niveau, il faut aller travailler au niveau supérieur. Donc, on va voir, la suite, donc le troisième niveau de notre pyramide. Donc là, on remonte la pyramide, c'est le comment. Ce sont les capacités et donc en fait, c'est finalement tes compétences, tes aptitudes, que tu vas utiliser pour réaliser tes comportements. Comment tu résous les problèmes? Comment tu communiques? Comment tu gères ton temps? C'est le comment tu agis. Donc ton comportement, par exemple, c'est: «OK, les enfants font quelque chose qui me déplaît, je pète un câble». D'accord, ça t'amène à quoi? À tes compétences de gestion de conflits que toi, la seule solution que tu connais jusqu'à présent, c'est de péter un câble. D'accord? Mais peut-être que tu peux acquérir une nouvelle compétence, je ne sais pas, de CNV ou, de pratique de respiration pour, faire redescendre un petit peu la pression et du coup, si tu, travailles sur tes capacités, si tu améliores tes capacités à gérer ce type d'interaction,
ça va faire changer tes comportements puisque, tu auras d'autres options que celle de péter un câble. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent les niveaux logiques. Alors, quatrième niveau, ce sont les croyances et les valeurs. C'est le pourquoi. Why, le grand why. Bon, c'est très à la mode, hein, ce pourquoi, ce grand why. C'est un niveau qui est très puissant, en fait, parce que les croyances, les choses auxquelles tu crois, qui te paraissent comme justes, comme vraies, ce sont des généralisations, hein, qu'on va faire sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde et comme, le fait que, bah, je sais pas, de toute façon, un beau-père ne pourra jamais être aimé comme un vrai père. Tu vois? Ça peut être une croyance et c'est potentiellement quelque chose que tu pourrais te dire ou alors de considérer que, eh bien, un beau parent sera toujours une pièce rapportée dans une famille, quand il arrive dans une famille recomposée et qu'on ne pourrait pas, recréer une nouvelle famille. Toi, ça peut être des croyances. Et puis il y a les valeurs et ça, c'est ce qui est important pour toi. C'est ce qui motive tes actions, tes prises de décision. En fait, tes comportements, sont très influencés par tes valeurs parce que tu vas chercher à te comporter dans le sens de tes valeurs et une valeur, ça va être, par exemple, la famille. La famille peut être une valeur. Et donc typiquement, dans ton évolution professionnelle, on te propose des postes, tu grimpes dans, je sais pas, dans ton entreprise et puis à un moment, on te propose un poste, mais ce poste, il est en délocalisation. Et là, alors que tu as toujours dit oui pour des upgrades, tu as toujours dit oui pour des promotions et ben le coup là, tu vas pas dire oui. Pourquoi? Parce que ça va venir en conflit avec ta valeur famille qui, pour toi, c'est important de rentrer chez toi le soir et de pas être en déplacement. Et donc là, ton comportement va s'aligner sur ta valeur famille. À l'inverse, les gens qui vivent, en dehors de leurs valeurs et ça nous arrive toutes et tous et c'est aussi la beauté du coaching, c'est de finalement d'aider l'humain à à vivre à travers ses valeurs, ses règles du jeu, tout en respectant celles des autres évidemment. Eh bien, si tu te forces à vivre en dehors de tes valeurs, il va toujours y avoir un petit rééquilibrage et donc notamment dans les burn-out, les dépressions, les moments où ça marche plus, heu, c'est souvent un point où la personne vivait depuis un certain temps en dehors de ses valeurs. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, à différentes étapes de ma vie, mais à 20 ans, j'ai développé, vraiment une maladie chronique parce que, j'étais parti vivre une vie qui était à l'opposé de mes valeurs, et donc bah, il a fallu, que j'apprenne à me recentrer. Mais j'avais pas les outils à l'époque, donc ça a été long et donc voilà, ça, c'est important de comprendre ça, que dans tous les cas, tu chercheras à développer des stratégies, à acquérir des compétences pour nourrir tes valeurs et en fonction de tes croyances. Si par exemple, tu penses que c'est une croyance que bah, de toute façon, un homme, c'est colérique, c'est comme ça, parce que toi, ton père t'a élevé comme ça, ton grand-père, c'était comme ça. Tu incarnes ça aussi et de toute façon, oui, bah, c'est normal. Les femmes sont plus dans la douceur, l'homme est colérique. OK, ça, c'est ta croyance, d'accord? Parce que c'est pas forcément le cas partout. Non, la colère peut appartenir aussi bien à une femme qu'à un homme et elle peut aussi bien, être dissoute, elle peut être gérée différemment et cetera. Mais tant que ta croyance reste, ferme, figée, ça sera difficile en fait d'évoluer autrement et ça sera même difficile si tu te formais, tu je sais pas, tu te poussais à te former parce que si ta croyance n'a pas bougé, ça marchera pas. Parce que la croyance est un étage supérieur, un niveau logique supérieur dans la pyramide, hem, heu, aux capacités, au comportement et c'est pour ça que, je te parlais dans un précédent épisode, là, je réfléchissais à organiser une retraite, cet hiver. Mais dans divers stages que j'ai pu organiser, ça sert à rien, en fait, de se pousser, par exemple, à aller faire une retraite. Donc là, ça serait pour de la capacité, tu vois? Pour dire: «Tiens, je vais aller faire un stage de, voilà, communication, non violente». Bon, mais si ta croyance, elle est que de toute façon, chez toi, les hommes, ils réagissent comme ça, tu pourras faire toutes les formations que tu veux, tu les mettras jamais en œuvre et il y a rien qui bougera et c'est des fois un des, problème, je dirais peut-être du développement personnel, c'est qu'on a des gens qui vont faire plein de formations, qui vont se former, qui vont faire des stages et tout ça, c'est très cool. Mais si tu ne viens pas, heu, travailler sur les étages supérieurs et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de t'apporter si on se retrouve dans une retraite ou dans un accompagnement individuel, c'est d'aller travailler sur les couches supérieures. D'accord? 4, 5 et 6.
Et je vais t'expliquer. Donc là, on a vu les 3 premières couches, environnement, comportement, capacité. Ça, c'est les trucs qui sont assez faciles. Capacité, je m'inscris à une formation. Comportement, j'essaye d'agir différemment. Environnement, je change mon environnement. Ça me plaît pas d'être en appart, j'ai les voisins qui font du bruit. OK, je pars dans une maison. Là, j'ai changé mon environnement. J'ai trop de bruit dans la maison, j'arrive pas à me concentrer, ça me saoule. Je m'extrais de l'environnement, je change mon environnement. Ça, c'est les trucs qui sont assez faciles à mettre en œuvre, sauf que ça ne marchera que si les étages supérieurs 4, 5, 6 bougent. Et c'est là que, dans ce que je te partage, ça va être un petit peu peut-être la limite du podcast, versus un accompagnement, avec un coach, un accompagnant, pour pouvoir avancer là-dessus. Donc, quatrième niveau, ce sont les croyances et les valeurs. Les valeurs, ça va vraiment être ta boussole intérieure. Si tu cherches à vivre en dehors de tes valeurs, ça ne fonctionnera pas. Tu vas créer beaucoup de désordre dans ta vie parce que tout va tenter à revenir à une situation d'homéostasie et de revenir te réaligner sur tes valeurs. Et les croyances, c'est aujourd'hui une vision partielle du monde qui fait que tant que tu es attaché à certaines croyances, ça sera impossible, même si tu fais plein de formations, plein de retraites, plein de stages, plein de trucs, ça ne bougera pas. Les choses ne bougeront pas dans ta vie tant que tu n'auras pas, rééquilibré tes croyances. 5e niveau logique, c'est l'identité et donc ça concerne ton sens de toi-même, la conscience que tu as de toi-même, ton rôle. Qui tu penses être. Pour un beau-père, ça peut être, voilà, heu, je suis l'homme de la maison. Tu vois, il y a des beaux-pères qui me disent ça, ils disent: «Bah, maintenant, moi, je suis l'homme de la maison», tu vois? «Je suis le mâle alpha». Bon, je dis pas que il y a aucun jugement dans le truc, hein. C'est cool d'être le mâle alpha, c'est cool de peut-être rééquilibrer aussi, les forces. Mais, quoi qu'il en soit, ça, c'est ton identité. Je suis le mâle alpha, les décisions, elles passent par moi. OK, ça, c'est ton identité. Du coup, s'il y a des situations dans ta vie en famille recomposée qui viennent percuter l'identité, ton identité, c'est-à-dire la conscience que tu as de toi, ça va mal se passer. Et typiquement, c'est ça qui va être intéressant de voir qu'il y a peut-être des sujets sur lesquels ça te passe complètement, en dessous quoi, à des kilomètres, ça va pas t'énerver. Admettons, avec ta compagne, je sais pas, les enfants partent à l'école et ils ont un vêtement, percé et ta compagne te dit: «Mais attends, mais c'est inadmissible, je veux dire tu peux pas, enfin tu peux pas aller les emmener à l'école comme ça se fait pas quoi». OK. Mais toi, le truc, ça te passe à côté quoi. Tu hop, ouais, c'est bon, c'est les gamins, tu vois? Ou c'est bon, c'est l'école, c'est enfin, tu vois? Toi, tu peux dire ça peut te passer à côté parce que ça vient pas bouleverser ton identité. Par contre, si c'est, heu, toutes les décisions, par exemple, sont prises à ton dépens et au profit du père biologique, là, potentiellement, tu as peut-être moyen de péter un câble. Pourquoi? Parce que ça viendrait percuter l'identité, ton identité, la version que tu as, la vision que tu as de toi-même d'être: «Je suis le mâle alpha, donc c'est moi qui dois avoir raison, c'est moi qui décide» et là, tout d'un coup, c'est toi qui vas péter le câble. Donc ça, c'est important. Une personne qui se sent dans son identité comme un membre à part de sa famille, recomposée, ne va pas se comporter pareil que si lui, dans son identité, il se voit toujours comme une pièce rapportée. Parce que ça va influer sur les croyances, ça va influencer sur comment tu te comportes, sur, comment, tu évolues dans ton environnement. Et d'où, en fait, le fait d'habiter dans un même lieu ou d'habiter dans des lieux séparés, d'où le fait de, des fois, s'emporter ou avoir une colère ou à l'inverse aller, se planquer dans sa grotte et cetera. Tout ça est guidé par, ton identité profonde. C'est pour ça que en accompagnement individuel ou dans une retraite, pour moi, c'est hyper important d'aller travailler sur les croyances, les valeurs, l'identité et le dernier niveau que je vais te partager parce que sans ça, le reste, ça sera un peu des pansements sur une jambe de bois. Ça sera des belles paroles, ça sera des beaux livres, ça sera du yes man. Oui, j'ai fait un stage. Yes, on m'a dit je vais faire comme ça. Oui, je vais faire comme ça. Yes. Ouais, OK, mais si tu as pas changé ce qui te bloque aujourd'hui dans ton identité, dans les croyances et cetera, et le sixième niveau, ça tu reviendras toujours, tu retourneras en rond, d'accord? Hem et donc très clairement, je te parlais dans un précédent épisode des rites de passage. Les rites de passage ont pour but de faire évoluer le niveau 5 de la pyramide.
l'identité. Je suis plus un enfant, je deviens un homme. Je ne suis plus un homme, je deviens un père. Même si c'est un beau-père, je suis un père. Donc, on en arrive au 6e niveau. 6e niveau, c'est la mission, la spiritualité. Pour qui? Pourquoi? C'est le niveau le plus élevé. Ça, c'est vraiment ta vision plus large, ta vision, ta contribution au-delà de toi-même. C'est ce qui est plus grand que toi. C'est quoi le but ultime? Dans une famille recomposée, ça pourrait être de créer un foyer harmonieux. Et c'est pas juste j'ai envie de me sentir bien ou j'ai envie que les enfants se sentent bien, c'est vraiment j'ai envie qu'on soit une famille harmonieuse. Hem, c'est le pourquoi, c'est le pour qui tu agis, c'est le relier à plus grande soi. Tiens, j'ai vécu des difficultés, j'ai fait un AVC, mais j'ai réussi à m'en remettre ou j'ai continué à avancer et je voudrais qu'à travers ça, je puisse inspirer d'autres personnes à pas baisser les bras. OK, ça, on est dans le 6. On est dans la mission, on est dans la spiritualité aussi si tu es, croyant, si tu adhères à une religion et bien, tu peux être relié à ça aussi. Hem, Maintenant, comment on va utiliser ça? L'idée vraiment de comprendre, c'est que le niveau supérieur va influer sur les niveaux inférieurs. C'est-à-dire que si on rencontre une difficulté à un niveau, je sais pas, une difficulté de comportement typiquement, eh bien, on ne peut pas changer le comportement comme ça. Si on veut le changer, il faut peut-être qu'on aille voir au-dessus sur, les capacités, donc avoir de nouvelles compétences, de nouvelles stratégies. Parce que peut-être que tu te comportes comme ça parce que tu as jamais appris à te comporter différemment. Si tu n'arrives pas à acquérir les bonnes compétences, tu as l'impression que tu apprends des trucs, mais ça passe par une oreille, ça ressort par l'autre, il y a rien qui évolue et cetera, c'est qu'il faut peut-être aller travailler à l'étage supérieur, aux croyances. Parce que si tu es bloqué que de toute façon, bloqué dans l'idée que de toute façon rien ne changera, tu peux toujours essayer de faire changer les choses, rien ne changera et ainsi de suite. Donc on va aller voir ça. Ça veut dire que voilà, travailler, donc comme je te le dis, c'est pour moi aussi le but des retraites, hein, c'est d'aller travailler sur les étages 4, 5, 6. Pourquoi? Parce qu'ensuite, ça va t'aider à trouver les réponses pour les 1, 2, 3 très facilement et ça sera une évidence. Et à l'inverse, si on rencontre, toi, en coaching individuel, une difficulté sur un des étages, il suffit d'aller enfin, il suffit, c'est un grand mot, mais en tout cas pour le coach, ça sera une bonne stratégie d'aller travailler sur les étages supérieurs et donc c'est ce que je vais te proposer de faire là, tout seul, en autonomie, d'accord? Je vais te donner des exemples et puis après on va se faire des petites études de cas juste après la pause musicale. Alors, faisons une petite analyse. Conflit sur les devoirs. On va imaginer problème du comportement. Tu te disputes régulièrement avec, tes beaux-enfants ou l'un de tes beaux-enfants et aussi, avec ta conjointe potentiellement. Bref, ils traînent les pieds et la moutarde, elle monte au nez, il y a la tension qui monte. Si on analyse les niveaux, environnement, les devoirs peut-être qui se font à la table de la cuisine, c'est bruyant, il y a du gens autour. Après une longue journée, c'est peut-être pas forcément le meilleur environnement pour le faire. Comportement, ta manière de gérer, c'est qu'à chaque fois que ça arrive, tu hausses le ton et du coup, le comportement de l'enfant, c'est de se refermer et donc on va être dans une boucle. Capacité, c'est que peut-être que tu manques de stratégie pour motiver l'enfant. Tu as peut-être besoin d'un petit peu d'aide, d'être un petit peu plus, futé, malin, stratège pour essayer de rendre les devoirs plus attractifs. La croyance, c'est que si toi tu penses que de toute façon les devoirs c'est une corvée, ou si toi tu penses que de toute façon, toi, enfin voilà, tu fais ça parce que tu es là, mais clairement tu es pas un prof, et peut-être que l'enfant il croit que oui, de toute façon les maths c'est nul, ça sert à rien, ou de toute façon mon beau-père, il est jamais patient sur rien. Bon, bah ça c'est des croyances potentiellement là qui peuvent alimenter le système. Si je vais voir l'identité, donc le 5e niveau, tu te perçois peut-être comme un beau-père qui sait pas gérer les devoirs et tu dis: «Bah, je fais ça en gros parce que je suis un peu obligé, mais de toute façon, c'est pas mon truc, je ne sais pas le faire» et peut-être que l'enfant, lui, te voit comme quelqu'un qui, de toute façon, passe son temps à le stresser avec les devoirs, avec les obligations. Si on regarde un petit peu, les comment on peut aller, taper dans le niveau supérieur, alors au niveau des si on veut aller agir au niveau de la croyance, peut-être que la croyance de: «Je ne suis pas un bon professeur», mérite d'être challengée pour, arriver peut-être à: «Je suis capable de trouver des moyens créatifs d'aider l'enfant».
Donc là, on fera un travail sur cette mutation de croyance. Dans les capacités, peut-être que ça peut être intéressant d'aller chercher quelques vidéos YouTube, d'apprendre de nouvelles méthodes de soutien scolaire, des techniques de communication. Et donc là, ça va vraiment être toi dans ta formation ou même sans forcément faire de la formation, aller recueillir peut-être des aides, hein, que tu pourrais retrouver tout à fait sur YouTube, parce qu'il y a énormément de ressources là-dessus. Dans l'environnement, c'est clair que le milieu de la cuisine, c'est peut-être pas le meilleur, donc peut-être qu'on pourrait imaginer de créer un espace plus calme qui soit dédié aux devoirs. Dans ton comportement, eh bien, c'est sûr que si systématiquement tu hausses le ton, peut-être que tu pourrais imaginer cette fois-ci adopter une approche un petit peu plus patiente et encourageante. Voilà, je te donne des exemples, il y a peut-être des trucs qui vont te parler, tu peux les attraper au passage. Deuxième exemple, la légitimité. Alors, le problème, et donc là, ce serait plus un problème d'identité ou de croyance, c'est que tu te sens parfois illégitime dans ton rôle de beau-père, comme si finalement tu n'avais pas vraiment une vraie place et que tu n'aurais pas le droit de prendre des décisions. Alors, on va analyser du coup ce que ça peut donner par niveau. Attends, je bois juste un petit verre d'eau. Ok, alors, comportement, du coup, qu'est-ce qui est du fait de cette croyance de, «Je me sens pas légitime, j'ai pas ma place» ou «Je n'ai pas le droit de prendre des décisions», bah, comportement, tu vas pas trop intervenir. Tu vas plutôt tu pourrais avoir tendance à te mettre en retrait. La croyance, bah, de toute façon, c'est pas mes enfants, donc finalement, moi, j'ai pas à dire, c'est pas les miens au bout du bout. J'ai pas le droit de fixer des règles parce que pour avoir le droit de fixer des règles, encore faudrait-il que ce soit mes enfants. Ou alors, de toute façon, je ne serai jamais un vrai père pour eux, je le sais, c'est comme ça, j'en ai eu des exemples et donc avec cette croyance-là, c'est clair que tu vas te retrouver plutôt dans un état de fixed mindset. Identité, si tu te définis, ben, comme une pièce rapportée, comme un étranger, comme un observateur plutôt qu'un acteur, c'est clair que ça va influencer, hem, ton tes comportements. Alors, si maintenant on se fait une petite montée en niveau pour, essayer d'identifier une solution, dans l'identité, si plutôt que de te voir comme une pièce rapportée, tu te définis comme un soutien affectif, un partenaire parental, j'aime bien ce terme de coparent, partenaire parental, c'est pas mal aussi, et ben, quel type de beau-père tu as envie d'être? Tu as pas besoin d'être le père, ils en ont déjà un. Par contre, tu peux être un guide. Je veux dire, il y a des entraîneurs sportifs, il y a des profs de musique et cetera qui ont été des guides pour moi, sans que ce soit mes parents. Et donc toi, en tant que beau-père, tu peux être, aussi un partenaire parental pour, ta conjointe, tu peux être un soutien affectif et ça, c'est une identité finalement que tu pourrais, décider d'embrasser. Dans ta mission, hem, c'est quoi l'intention que tu as pour cette famille finalement? Est-ce que tu veux, participer à créer un cadre sécurisant? Est-ce que tu veux contribuer à son équilibre? Ou est-ce que tu te considères de toute façon en dehors de ce truc-là? Dans tes croyances, bon, bah, l'histoire de la légitimité, qui des fois on rencontre ça aussi sur l'argent. Bon, ben, moi je gagne moins donc c'est pas moi qui décide. Tu pourrais peut-être ou on pourrait peut-être t'aider à voir que, ne serait-ce que ta présence et ton amour sont déjà des atouts précieux pour cette famille. Peut-être que cette famille, elle avait besoin de cet amour supplémentaire et de ta présence. Dans les capacités, eh bien, peut-être que tu pourrais développer des compétences en communication pour apprendre à exprimer tes besoins et positionner tes limites. Dans les comportements, eh bien, peut-être qu'en t'impliquant davantage dans les activités, tu obtiendrais une sorte de reconnaissance finalement, en prenant des initiatives, hein, plutôt que de te dire: «Bon, bah, je sais pas, est-ce que j'ai le droit de faire ça?» Bah, écoute, tente des trucs, échange avec ta conjointe et puis, tu peux, voilà, partager ton point de vue en étant respectueux du point de vue des autres, mais je veux dire poser sur la table, toi, ce que tu en penses. Hem, voilà du coup quelques pistes. On va faire des études de cas, hein. Donc n'hésite pas à venir, interagir, hein, encore une fois sur le compte Instagram. N'hésite pas aussi à mettre une petite étoile sur ce podcast. Voilà, 22 épisodes. Il commence à être vu encore, mais c'est tout à fait confidentiel. Tu sais, moi toi quand on parle de ces niveaux logiques, moi j'ai des grandes ambitions pour ce podcast. J'ai vraiment envie de faire évoluer, les choses sur, la belle parentalité. Ça vient se croiser aussi sur toutes les sujets, de paternalisme, de déconstruction, hein. Ça vient se croiser aussi avec ces choses-là, mais là, c'est un angle de vue à travers la place du beau-père.
Je fais aussi un remerciement vraiment très chaleureux, au compte Instagram Soleil Recomposé notamment et puis à ses amis. J'ai plein en fait de belles mamans, qui ont, des jolis comptes Instagram là, qui partagent plein de belles histoires, et qui ont, voilà, qui ont décidé de suivre, mon compte Instagram en se disant: «Tiens, un beau-père, c'est pas si commun». Donc, voilà, j'adresse mes chaleureux remerciements et je me dis que peut-être on pourrait faire un coup un épisode spécial, beau-père versus belle-mère pour croiser un petit peu comme ça les difficultés des uns et des autres et se partager, et ben, des manières de surmonter tout ça. Enfin voilà, l'invitation est lancée pour toutes les belles mamans, qui partagent, voilà, sur Instagram, qui sont actives. Bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si ça vous parle, qu'on se monte comme ça un épisode, un peu, vue croisée. Hem, Ça pourrait être, pourquoi pas, le début d'une série. Alors, on va arriver à la troisième partie. On va se voir ensemble 2 études de cas pour vraiment, mettre un petit peu plus de concret dans toutes les explications, même si j'essaye d'étayer ça avec des exemples. Mais là, on va vraiment aller dans du concret avec les études de cas. Alors c'est parti, on va faire une étude de cas. Alors, c'est là je te mets, comment dire? Je tiens à préciser, d'ailleurs je précise toujours ça, hein, quand on fait des interviews, je dis aux gens: «Écoute, on peut parler des prénoms, mais on donne pas de nom de famille, on garde une forme de confidentialité». Pourquoi? Parce que nous, on a décidé de partager nos histoires, mais les personnes qu'on cite, elles ont pas forcément décidé d'être partagées. Donc là encore, dans les études de cas, je vais utiliser des prénoms, fictifs mais représentatif d'une situation. Alors, on va parler de Marc, qui a 42 ans, qui est beau-père de 2 enfants, Tom et Léa, 14 et 11 ans, et il vit avec sa conjointe depuis 3 ans. Ça veut dire que quand il est arrivé, dans la vie de ses beaux enfants, ils avaient respectivement 8 et 11 ans. Il a l'impression que le grand, Tom, 14 ans, conteste systématiquement les règles et notamment les règles que Marc met en place, les règles que son beau-père met en place et évidemment, surtout concernant les écrans et les heures de coucher, des sujets, assez classiques. Alors, ce qui est cool pour Marc, c'est que sa conjointe le soutient, donc ça fait, une difficulté de moins. Mais par contre, lui, il se sent assez frustré dans ce rôle de coparent et assez impuissant, en fait. Alors si on fait une petite analyse à travers les niveaux logiques, quand on regarde l'environnement, la chambre de son beau-fils Tom, c'est son sanctuaire, hein, c'est l'endroit où il passe beaucoup de temps sur son téléphone, c'est sa grotte secrète. La télévision, elle est dans le salon, elle est accessible. En termes de comportement, eh ben, Tom, il ignore tout simplement les rappels de Marc. Quand il les ignore pas, il souffle, voire il répond de manière insolente. Comportement de Marc, le beau-père, eh ben, il hausse le ton, il confisque le téléphone, il se sent énervé et on est, bloqué dans la situation. Dans, les capacités, les compétences en fait, utilisées par Marc et Tom, eh bien Marc, voilà, le beau-père, il va utiliser surtout la réprimande et la punition pour, traiter le sujet, sans forcément explorer d'autres stratégies. Et puis Tom n'a pas non plus développé lui-même de compétences en autorégulation de son temps d'écran, parce qu'on pourrait imaginer aussi, que Tom se prenne en charge en autorégulant son temps d'écran. Les croyances et les valeurs qui sont, en jeu dans notre histoire, eh bien Marc, toute façon, les ados, c'est des rebelles, ça a toujours été comme ça. Je dois être ferme pour qu'ils me respectent et ses valeurs, c'est justement l'ordre et le respect. Donc évidemment, quand Tom semble lui manquer de respect en lui répondant de manière insolente, ça fait monter Marc dans les tours puisque ça vient, bousculer les valeurs principales de Marc. Pour Tom, bah, c'est de façon: «Mon beau-père veut me priver de ma liberté», donc c'est assez rigolo de voir, hein, puisqu'on est dans les croyances, il y a une généralisation. En fait, il veut juste réguler son temps de coucher, son temps de téléphone, pas, réguler toute sa vie. Mais dans la tête de Tom, c'est: «Mon beau-père veut me priver de ma liberté» et c'est aussi: «C'est ma vie, c'est pas la sienne, ça me regarde». Les valeurs de Tom à ce moment-là, c'est son autonomie: «Je suis grand, je suis un ado, je gère ma vie, c'est ma vie» et de s'amuser quoi, d'avoir du fun. En termes d'identité, Marc le beau-père se perçoit comme un beau-père autoritaire, parce que c'est comme ça que ça marche chez Marc, mais inefficace, ça marche pas. Et Tom, eh ben, lui, se perçoit comme, l'ado qui est incompris. De toute façon, personne ne comprend mes besoins et en plus, je ne fais que de me faire punir et réprimander.
La mission, heu, de Marc, son idée, c'est vraiment de pouvoir instaurer un cadre pour le bien-être de sa famille. Il se sent cette responsabilité d'homme, de dire: «C'est moi qui dois installer le cadre». Et Tom, lui, en tant ado, beau-fils de 14 ans, il cherche à affirmer son individualité. Il veut commencer à se détacher, en fait, du schéma parental, coparental, et il voudrait son indépendance. Allons voir ensemble des pistes d'intervention à travers, ces niveaux logiques. Alors, par rapport à la mission, il y a peut-être une mission commune qu'on pourrait identifier. Marc et Tom, avec la conjointe, ils pourraient échanger ensemble sur un objectif, l'objectif ultime de ces règles. Par exemple, nous voulons un environnement où chacun peut se sentir respecté, avoir du temps pour se reposer et pour apprendre. Est-ce que ça marche pour toi, Tom? Oui, moi j'ai envie de me sentir respecté. Ok. Est-ce que ça, quelque chose, ça marche pour toi, Marc? Ouais, moi j'ai envie qu'il apprenne des choses, Tom. Tom, il a envie de pouvoir se reposer. Donc finalement, si on en arrive à cette formulation, cette mission commune, bah, on a tous envie d'avoir un environnement où chacun puisse se sentir respecté, parce que c'est important pour Marc d'être respecté en tant que beau-père. C'est important pour Tom d'être respecté dans son individualité, pour avoir du temps pour se reposer et pour apprendre. Bah ça pourrait déjà être un premier terrain d'entente. À partir de là, on pourrait s'imaginer de se dire, OK, Marc, toi en tant que beau-père, finalement, tu plus un partenaire parental qui va collaborer avec cette famille recomposée plutôt que celui qui devrait imposer le cadre. Et donc en collaboration, en mode collaboratif, ça veut dire que, bah, tu vas collaborer avec Tom pour essayer de l'aider à grandir de manière responsable. Et du coup, Tom pourrait être encouragé aussi à se voir comme un jeune capable de gérer ses responsabilités. Et donc ça veut dire aussi de prendre une certaine autonomie, hein, d'être un jeune qui est responsable, ça veut dire prendre une autonomie aussi sur ses temps d'écran. Si on parle des croyances, ben, pour Marc, je pense que ça serait intéressant en coaching, en tout cas, moi j'irais, questionner ça, le fait que je dois être ferme pour qu'il me respecte. Est-ce que la fermeté est le seul moyen d'être respecté? Et à quoi est-ce que tu sais que tu es respecté, en fait? De quoi tu as besoin, toi, pour te sentir respecté? Parce que si ça se trouve, tu as aussi beaucoup de respect de la part de Tom, mais sous des formes que tu n'arrives pas à voir aujourd'hui, parce que pour toi, être respecté, c'est être ferme. Mais peut-être que la compréhension, peut-être que l'écoute sont aussi, des manières de te respecter. Et donc peut-être qu'on pourrait arriver à la collaboration et communiquer de manière ouvertement, bah, c'est déjà des belles fondations d'un respect mutuel. Parce que si j'ose te partager ce qui me convient et ce qui ne me convient pas, si j'ose te partager, je viens à toi pour te partager mes attentes et mes points de conflit, mes points de non-convergence, c'est une marque de respect plutôt que de t'ignorer où là, effectivement, tu pourrais le voir comme de l'irrespect. Donc c'est pas forcément qu'on soit d'accord, mais c'est qu'on ait une communication de dire: «Écoute, je suis pas d'accord parce qu'il y a ça qui me convient pas, il y a ça où je me sens pas respecté». OK, et ça, en fait, c'est une forme de respect mutuel déjà. Pour Tom, heu, par rapport à ses croyances qui est: «De toute façon, on veut me priver de liberté», aider à voir Tom que, en fait, c'est plutôt essayer de lui donner les outils pour avoir une meilleure autonomie, pour qu'ensuite il puisse se gérer. Parce que on peut avoir en effet, moi, des jeunes adultes que j'ai rencontrés qui, bah, sont accros à Netflix et qui me disent: «J'ai des problèmes de sommeil parce que je lance une série Netflix, je la regarde jusqu'au bout, toute la saison et je me couche à 2 heures du matin et le lendemain, j'ai du mal à aller au boulot». Et donc là, pour Tom, bah, c'est voilà, c'est pas le priver de liberté, d'arriver à lui montrer que c'est pour l'aider à lui donner des outils, une meilleure autonomie, mais ce n'est pas égal à: «Je te prive de liberté». Donc ça, c'est des croyances sur lesquelles on pourrait aller travailler. Il y aurait vraiment un très beau travail qu'on pourrait aller faire et on pourrait aussi aller travailler sur les valeurs. Bon, là, on fait un raccourci parce qu'on est en podcast. Si je vais dans le niveau 3 sur les capacités. Bon, bah, peut-être que Marc pourrait s'intéresser aux techniques de négociation, à l'écoute active. Moi, je vais te dire, tu sais, j'ai lu, tous les articles, les ouvrages que je trouvais sur la négociation, su je m'intéresse à la communication non violente et tout. Franchement, des fois, mais ça aide tellement. D'ailleurs, je voulais faire un épisode de podcast là-dessus, comment, Chris Voss, négociateur en chef là, aux États-Unis, comment Chris Voss m'a aidé à désamorcer une situation. Bref, je t'en parlerai dans un prochain épisode peut-être. Mais en tout cas, voilà, peut-être que voilà, d'apprendre, bah, des nouvelles stratégies,
de peut-être, contractualiser avec Tom, des temps d'écran, se mettre d'accord sur une valeur et plutôt que de toujours le rabrouer sur, «De toute façon, tu es toujours derrière ton écran». OK, mais finalement, c'est quoi le temps d'écran qui est correct? Moi, je sais que, quand j'intervenais dans les lycées, et bien, ce que me disaient les jeunes, ils disaient: «Bon, bah, voilà, moi, avec mes parents, on s'est mis d'accord sur 1h30, mais après c'est moi qui gère mon temps, donc je gère mon temps d'écran, 45 minutes pour mes devoirs, 45 minutes pour mes amis, mes réseaux sociaux». Bon, c'est un peu juste, j'aurais besoin d'un quart d'heure supplémentaire, mais c'était très intéressant de voir que, du coup, c'était quantifié, plutôt que tu es trop sur ton écran. Pour Tom, dans ses capacités, peut-être que, de justement, de commencer à apprendre à gérer son temps, à planifier, s'il avait un crédit d'heures, par exemple, peut-être qu'il commencerait à planifier, ses besoins en communication, ses besoins en réseaux sociaux, en temps d'écran et cetera. Et aussi peut-être dans le fait de commencer à exprimer ses besoins, hein, et de poser sur la table: «Bah, voilà, moi, mes besoins, c'est ça». Quand, on va voir dans les niveaux vraiment inférieurs, donc l'environnement et les comportements, et bien, oui, peut-être que l'idée d'avoir des plages horaires qui soient définies, d'avoir un temps, d'avoir des activités alternatives aux écrans, parce que ces écrans, ils viennent peut-être juste combler un ennui aussi, un manque de lien que Tom n'aurait pas, avec Marc. Et puis pour Marc, et bien de changer ce comportement, de toujours monter dans les tours, et de proposer plutôt des choix plutôt que des ultimatums, et d'essayer de continuer à verbaliser sur un ton plus calme plutôt que de s'emporter. Voilà pour notre première étude de cas. J'espère que, écoute, ça peut t'apporter, des pistes, en tout cas te montrer l'intérêt qu'il peut y avoir à s'intéresser au niveau logique. Alors, si tu es quelqu'un qui aime creuser, si tu aimes, bah, tu peux aller, creuser, hein, ce que je te partage là, les niveaux logiques. Et si tu comprends l'intérêt de: «OK, ouais, ce genre de truc vraiment, ça pourrait vraiment m'aider à faire bouger des choses», mais que tu as pas envie de le faire seul, eh bien, voilà, sache que j'ai, la possibilité de t'accompagner à travers ce chemin en tant que coach. On va passer à la deuxième étude de cas après ma deuxième petite gorgée d'eau. Oui, parce que tu l'as compris, je n'édite pas ce podcast, c'est one shot. Alors, étude de cas numéro 2, la compétition avec le père biologique. Donc là, on a David qui a 38 ans, qui est beau-père de Chloé qui a 9 ans. Et en fait, Chloé, elle compare toujours David et son père biologique, et souvent, évidemment, belle technique de manipulation enfantine, en insistant sur les avantages ou les cadeaux que son père biologique lui offre, contrairement à David, son beau-père. Et donc David, eh bien, il va se sentir en compétition. Alors ce qui est pas très compliqué, hein, pour un pour un homme en général, cette histoire de compétition, enfin, c'est assez dingue quand même, hein, de voir comment au feu rouge, je veux dire, dans son Xara Picasso, un moment, on pourrait échanger un regard avec le voisin, et là, tout d'un coup, on est sur un circuit de Formule 1, quoi. Bon bref, petit aparté. Donc l'homme, donc David va se sentir en compétition. Il a l'impression de jamais être à la hauteur. Et sa conjointe est un petit peu embêtée parce qu'elle trouve la situation, délicate. Elle sait pas trop comment gérer le truc, et donc on est un petit peu, englués dans cette, situation. Alors si j'analyse les niveaux logiques, dans l'environnement, les discussions sur le père biologique se font souvent à des moments clés. Arrivée ou départ de l'enfant, c'est-à-dire qu'il revient de sa garde alternée où il part, et là, il dépose le truc, il dit: «Ah bah ouais, de toute façon pour ce week-end, moi mon père il m'a prévu des super trucs», ou alors il revient: «Waouh, tu sais pas ce qu'il m'a payé et ci, c'est ça». Et puis ou alors, dans les repas de famille, quand Chloé, s'exprime. Les comportements, donc bah, pour Chloé, la belle-fille, bah, elle fait des comparaisons. Le comportement de David, lui, c'est se refermer. Il sait pas quoi répondre, en fait. Il se sent blessé et du coup, il va dans sa grotte, et donc il interagit même pas avec Chloé, en fait, hein. Il échange pas. Et puis, ben, la conjointe, elle, elle essaye de calmer un peu le jeu. Elle essaye de, voilà, de réguler tout ça. Alors dans les capacités, David, bon, bah, clairement, il manque de stratégie pour gérer le sujet, parce que lui, la seule stratégie qu'il connaît, c'est d'aller se renfermer dans sa grotte. Chloé, elle, hem, donc c'est l'enfant de 9 ans, pour l'instant, elle a pas réussi, en fait, à exprimer ses besoins.
sans forcément comparer. Parce qu'en fait, si ça se trouve, Chloé, quand elle est toujours en train de comparer, quand elle dit: «Ah ben moi mon père fait ci, moi mon père m'a donné ça», en fait, c'est une manière pour lui d'exprimer des besoins qui aujourd'hui ne sont pas pourvus. Mais ils sont pas pourvus parce qu'ils sont déjà pas exprimés au départ. Donc ils ont aucune chance de pouvoir être pourvus ou de pouvoir être, discutés. Dans les croyances et les valeurs, David, il peut se dire: «Bon, moi, il faut que je sois le meilleur». C'est la compète, tu vois? Je te donnais ce que je te disais au début, le père, biologique versus, le beau-père. Bon, ou alors je serai jamais à la hauteur de son père biologique parce qu'en fait, je ne suis pas son père biologique et donc par le fait, je perds déjà la compétition d'avance. Et lui, ses valeurs, il a des valeurs de reconnaissance et d'amour inconditionnel. Alors là, la vie, elle lui amène un beau cadeau, hein, parce qu'elle vient bien bousculer, sa valeur de reconnaissance. Parce que pour l'instant, il cherche sa reconnaissance dans, la non-comparaison de Chloé. Pour Chloé, bah, qui est une enfant de 9 ans, elle, il faut qu'elle teste les limites de David. Il faut elle sache si son beau-père, il est fiable. Et comment elle fait ça? Ben elle le bouscule et elle, dans sa tête, c'est de toute façon: «Mon père, c'est le meilleur parce que lui, il me donne des choses, il subvient à mes besoins» et donc elle va toujours tester David, en fait, en gros, pour, poser la question: «Mais est-ce que je peux compter sur toi, quoi? Est-ce que tu es solide?» Et parce que justement, Chloé, elle, ses valeurs, c'est quoi? C'est la sécurité affective et les attentions. D'un point de vue identité, bon, bah, David, il se perçoit comme un concurrent, un compétiteur plutôt qu'un partenaire parental. Du coup, forcément, ça fausse un peu la donnée. Chloé, elle, elle se voit, bah, comme une enfant qui peut manipuler les adultes puisque, elle arrive bien à le faire là, avec son beau-père. Côté mission, plus grand que soi, David, lui, il voudrait construire une relation solide avec Chloé. C'est important pour lui de se sentir comme une figure positive et Chloé, elle cherche, bah, voilà, une petite fille de 9 ans, une grande fille déjà de 9 ans. Elle cherche de l'amour, elle cherche de la sécurité, elle cherche de l'attention. Voici maintenant quelques pistes d'intervention. Alors, heu, on pourrait peut-être déjà, donc si je pars toujours du niveau supérieur, clarifier la mission. La mission de David, lui, c'est d'être un support, un guide, un apporteur de bien-être pour Chloé, mais sans chercher à remplacer son père biologique. Hein, on est dans le 1 + 1 = 3, il y a pas de soustraction là-dedans. Et son objectif n'est donc pas d'être le meilleur, mais d'être le meilleur David pour Chloé. Pas d'être le meilleur père pour Chloé, non, d'être le meilleur, David pour Chloé, d'être le meilleur coparent pour Chloé. D'un point de vue identité, hem, David, il peut reconnaître cette unicité de beau-père parce qu'en fait, assez assez, trivialement aussi, le père biologique alors oui, David, le beau-père ne pourra jamais être le père biologique. Oui, c'est vrai, mais le père biologique ne pourra pas être le beau-père. Et des fois, le beau-père, il a ce super pouvoir, j'ai fait un épisode là-dessus, il a ce super pouvoir de des fois, d'être un petit peu à côté du truc, de pas être dans la dynamique complète, tu vois, de la famille biologique et il a des super pouvoirs et ça, le père biologique, il peut pas avoir ce super pouvoir et donc c'est assez intéressant de reconnaître aussi son unicité en tant que beau-père et de voir comment il apporte sa propre valeur, sa manière d'aimer, sa manière d'éduquer et qu'il n'est pas en compétition en fait, qu'il est complémentaire et c'est 2 fois plus d'amour pour Chloé. Si on va voir du côté des croyances, bah, pour David donc qui cherche à être le meilleur, sa croyance: «De toute façon je dois être le meilleur, c'est comme ça». Heu, de voir que en fait, déjà, son amour et sa présence sont déjà très précieux et plutôt que de dire: «Bah, je serai jamais à la hauteur», OK, j'apporte quelque chose de différent et qui est aussi important. C'est pas à la place d'eux, c'est pas moins qu'eux, c'est aussi important. Pour Chloé, il pourrait y avoir, cette croyance de peut-être d'aller, débloquer ce conflit de loyauté, de l'aider à comprendre qu'on peut aimer plusieurs personnes, mais pour des raisons différentes. Elle peut aimer son père pour les cadeaux qu'il lui apporte, même si l'amour ne se mesure pas forcément que aux cadeaux, mais ça peut être un de ses langages de l'amour et pour elle, c'est important que son père biologique lui offre des cadeaux, mais elle peut voir aussi qu'elle est aussi en capacité d'aimer son beau-père, David, pour aussi d'autres raisons. Du côté des nouvelles capacités, des compétences, ben pour David, ce serait peut-être d'apprendre à valider les sentiments de Chloé, d'accueillir les sentiments de Chloé, hem et à ensuite avoir du pouvoir aussi sur la conversation, hem, en montrant ce que lui, il aime bien faire, ce que lui, il peut aussi, lui apporter et apprendre à ne pas prendre personnellement les comparaisons, mais vraiment à recevoir ça comme Chloé est en train d'essayer de m'expliquer ses besoins.
Et pour Chloé, eh ben, clairement, ça va être, oui, d'apprendre à verbaliser ses envies et ses besoins directement, sans passer par le moyen détourné de la comparaison avec son père biologique. 5e, 5e, étape, si je vais regarder les niveaux 1 et 2, hein, comportement, identité. Alors pour les comportements, bah, lorsque Chloé compare, David, il pourrait dire: «OK, je comprends que tu apprécies plein de choses et surtout avec ton papa et cetera. Et moi, ce que j'aime bien faire avec toi, c'est ça, c'est ceci et c'est complémentaire». Ou de dire: «Ben, tu sais, on est différents et c'est ça qui fait aussi notre spécificité, c'est qu'on a chacun un lien unique avec toi». Hem Et surtout d'éviter de dévaloriser le père biologique. Parce que si David, dans cet esprit de compétition, dévalorise le père biologique, bah, ça va renforcer Chloé dans son comportement de survalorisation du père biologique et de comparaison pour essayer d'éteindre, David. Dans l'environnement, on avait vu que c'était à des moments, particuliers et donc peut-être que ça serait important de pouvoir créer ces espaces pour David et Chloé, où le père biologique n'est pas un sujet de discussion. Donc de peut-être se lancer dans des activités, des jeux, des discussions où la question du père biologique n'est pas un sujet, mais pour que David et Chloé puissent créer des liens entre eux sans que ça vienne être entravé par ce spectre finalement du père biologique. Voilà, on en arrive à l'étude de cas, on en arrive à la fin de l'étude de cas. Alors, évidemment, moi je te partage ça, j'ai préparé, l'épisode, d'accord? Je lis mes notes. Donc ça va peut-être un petit peu vite, donc peut-être que ça mérite d'être réécouté. Tu peux aussi peut-être à un moment te dire: «Oui, Antoine, c'est bon, il parle comme un livre, c'est pas si facile que ça». On est carrément d'accord, c'est pas si facile que ça. Mais je suis bien obligé de te témoigner, si tu veux, des résultats qui peuvent être accessibles, de te témoigner comme ça des études de cas pour que tu te dises que: «OK, oui, c'est pas si facile, mais c'est pas si facile ne veut pas dire qu'il y a pas de solution» et on peut faire tout évoluer. J'ai vu des fois des belles histoires de réconciliation à l'âge de 80 ans et de me dire à la fois: «C'est magnifique de voir cette réconciliation à 80 ans» et en même temps de me dire: «Mais pourquoi ça n'aurait pas pu arriver 20 ans plus tôt, 30 ans plus tôt?» Tu sais, c'est souvent des fois aux enterrements, les gens font la paix. Bon, mais quand on arrive aux enterrements, on est quand même assez tard dans sa vie, donc si tu es beau-père et que tu es au contact aujourd'hui de beaux enfants, je pense que ça vaut le coup pour, vraiment, alléger, le chemin, futur et ben, d'aller voir ces sujets-là c et de pas les prendre comme, des faits, des états de fait, ça ne changera jamais parce que de toute façon, il est comme ci, il est comme ça. Non, on peut tout faire évoluer et donc vraiment, voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, fais-toi accompagner, creuse les sujets. Moi, de mon côté, ce que je peux faire pour toi, c'est de proposer, des accompagnements donc en individuel. Je suis en train aussi de travailler sur une retraite, plutôt pour, cet hiver, et donc là, l'idée, ça sera de pouvoir, évoluer en groupe. C'est aussi très cool parce que pourquoi? Parce que en groupe, on crée un environnement, ça, c'est ça l'intérêt d'une retraite, hein, mais de pouvoir aussi faire de l'individuel, des rituels de passage et cetera dans cette retraite. Bon, j'aurai encore le temps de t'en reparler. D'ici là, bah, je te rappelle le Pod BXL le 5 juillet à Bruxelles. Si tu veux venir physiquement, participer à un enregistrement d'épisode et discuter ensuite, en dehors de l'épisode, ça sera un grand plaisir. Hésite pas aussi à venir donc sur Instagram, me partager, tes commentaires. N'hésite pas aussi à mettre quelques petites étoiles sur ce podcast parce que mine de rien, ça l'aidera à se faire connaître et je suis vraiment relié à cette mission de créer une communauté de beaux-pères qui se sentent à leur place, qui puissent s'épanouir en famille recomposée, comme j'essaie de le faire moi jour après jour dans ma propre, famille recomposée et voilà, je t'envoie toute, ma force d'homme, je t'envoie tout mon amour de joli papa. Je sais qu'on va y arriver, c'est une certitude. Ensemble, on trouvera le chemin. Je te dis à très bientôt. Ciao.